12 février à notre 4e conférence qui s'intitule « Sommes-nous racistes ?» Mon nom est Lise Langlois. Alors, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Assemblée des Bahaïs de Québec qui est en charge de ces coins de feu. Donc, ça nous fait plaisir d'accueillir Mme Elizabeth Wright que je vais vous présenter dans quelques minutes. Juste pour vous dire, pour les besoins de la conférence, on vous demanderait de bien fermer vos micros parce que sinon, ça va faire de l'écho puis ça va nous empêcher d'entendre notre conférencière. Et quand la conférencière va commencer, de fermer vos caméras pour qu'on puisse bien voir la présentation qui a été montée sur PowerPoint, puis aussi d'écouter, d'être plus concentré pour écouter la conférencière. Puis, vous avez en bas de votre écran, soit en anglais, ça s'appelle « chat », ou bien en français, si vous avez la version française qui s'appelle « Converser ». Donc, je vous invite au moment où la conférencière fait sa présentation, s'il y a une question qui surgit, vous pouvez l'écrire dans le chat et à la toute fin, je vais prendre une à une toutes les questions qui ont été posées au chat. Puis, une fois que la conférence sera terminée, eh bien, je vous invite évidemment à ouvrir vos micros puis à poser des questions si vous voulez ou à échanger entre vous comme on a l'habitude de faire. Donc, bienvenue aux nouveaux. Je ne sais pas s'il y a des personnes nouvelles qui se joignent à nous. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de l'Assemblée des Bahaïs de Québec. Alors, il me fait plaisir ce soir de vous présenter Mme Elizabeth Wright, qui a fait des études, comme vous le voyez ici, en arts visuels, mais elle détient aussi une maîtrise en sociologie et aussi un doctorat, tu ne l'as pas mis, une scolarité de doctorat. En fait, quand même une scolarité de doctorat. J'ai voulu te le dire l'autre jour, mais j'ai oublié, à l'Université Laval en sociologie. Donc, c'est une sociologue. Et elle a une maîtrise en traduction et terminologie de l'Université Laval. Donc, en tant que sociologue, Mme Wright, ses recherches ont porté sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'évolution de la paternité au Québec. Elle a été directrice du Bureau pour la promotion de la femme de la communauté bahaï du Canada de 2001 à 2011 et elle a participé à ce titre à la Commission de la condition de la femme de l'ONU à New York. En tant que traductrice, comme vous l'avez vu dans ses compétences, elle poursuit aujourd'hui son travail de traduction et révision en français d'ouvrages sur la foi bahaï. Elle et son mari sont devenus bahaïs en 1969. Leur séjour d'une année au Bénin, en Afrique, en 1981-82 et des voyages dans les Antilles françaises l'ont sensibilisé aux questions de racisme et de discrimination raciale et de leurs conséquences sur la vie individuelle et sociale. Depuis 2009, elle est membre du corps administratif national de la foi bahaï au Canada. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Elizabeth Wright. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la boîte en bas de votre écran de chat, vous pouvez écrire vos questions et nous allons les passer une à une à la fin de cette présentation-là. Alors, bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. J'aimerais bien sûr vous voir et pouvoir vous accueillir dans notre salon ou à quelque part, mais bon, ce n'est pas possible pour encore quelques temps, alors on se voit en Zoom. Et ça fait quand même plaisir d'être avec vous. Alors, voyez le titre de la présentation, « Sommes-nous racistes ?» Alors, le mois de février, comme vous le savez, est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, c'est sûrement un bon moment pour réfléchir au problème du racisme et d'en apprendre davantage sur les conséquences qu'en ont subi et subissent encore des millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans le monde. Je n'ai jamais fait de recherche approfondie sur le racisme. Alors, ce ne sera pas un cours sur le racisme ce soir. Bien que dans le cadre de mes recherches sur l'égalité des sexes, j'ai été frappée par la souffrance particulière des femmes dans les situations de racisme. Elles subissent très souvent la double discrimination raciste et sexiste. La mort de l'Afro-Américain George Floyd et d'autres événements semblables qui ont récemment bouleversé non seulement les États-Unis, mais le monde entier, m'ont amené à m'interroger sur le racisme et sur mes propres attitudes envers les gens d'autres ethnies et cultures que la mienne.
Depuis ces événements et tant d'autres situations que je ne veux même pas essayer d'énumérer parce que trop nombreuses, des dizaines d'articles ont été publiés dans les médias, de nouveaux ouvrages ont été écrits, des documentaires ont été produits pour dénoncer le racisme. Et chaque jour, il en apparaît de nouveaux. Ce qui indique que partout, des chercheurs se penchent sur ce terrible phénomène qu'est le racisme pour tenter de comprendre et d'expliquer et de chercher des solutions. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut nier la réalité du racisme, et ce, partout dans le monde et depuis longtemps. On pense à l'exemple, dans le passé pas si lointain, de l'Holocauste, la Shoah contre les Juifs, à la mise en esclavage des Noirs, aux tueries et massacres ethniques ou religieux, et en ce moment même, à la résurgence du suprémacisme blanc et de groupes néo-nazis à plusieurs endroits, en Amérique, en Australie et en Europe. De plus, la menace de nouveaux génocides continue de planer à plusieurs endroits. En décembre 2020, dans un message émis à l'occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes de génocide, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, exhortait encore une fois le monde à reconnaître les signes avant-coureurs d'un génocide et à agir en conséquence. Les discours de haine, disait-il, sont un signe d'avertissement clair et nous devons faire mieux en les rejetant sous toutes leurs formes. Il insistait sur le fait que toute la société doit participer aux efforts qui visent à défendre les principes d'égalité et de dignité humaine et à réparer les fissures et la polarisation qui sont si répandues dans nos sociétés aujourd'hui. C'était une autre partie de son discours. Je tiens à souligner que le Canada a ses propres défis. La situation des Premières Nations est un sujet qui demande à lui seul étude et réflexion. Des efforts sont faits à ce sujet, mais c'est encore loin d'être suffisant. Il y a aussi dans tout le pays des événements de profilage racial dont les Noirs sont particulièrement victimes, des gestes haineux envers les musulmans, surtout depuis l'attaque à la Grande Mosquée de Québec. Les communautés asiatiques et juives dénoncent la stigmatisation et le racisme dont elles sont victimes, surtout en ce temps de pandémie où persiste la tendance à rechercher des boucs émissaires. Statistique Canada rapportait il y a quelques jours une hausse de 7% des crimes haineux au Canada en 2019, année au cours de laquelle 1946 crimes haineux ont été rapportés, une hausse par rapport à l'année précédente. Selon ce rapport, les statistiques des dernières années indiquent que les crimes haineux sont en hausse au pays, mais que ces chiffres ne montrent que la partie émergée de l'iceberg, car il n'y a pas plus de 25 ou 30% des crimes haineux qui sont rapportés. Ce sont les seules statistiques que je vais partager avec vous ce soir. En fait, vous faites peut-être vous-même partie de ces victimes, de ces statistiques, si vous me permettez. Enfin, quels que soient les événements racistes qui suscitent le plus notre intérêt, quel que soit l'angle sur lequel on veut approcher... Pardon, pourquoi ça me fait ça? J'ai un problème. Elisabeth, faut que tu mettes ta souris dans l'écran. Oublie pas. C'est ce que je fais. OK. OK. Mais à un certain endroit de l'écran, il faut que mes souris se trouvent. Alors, bon, donc, quels que soient les événements qui suscitent notre intérêt, quel que soit l'angle sur lequel on veut approcher le racisme, nous devons tous et toutes y réfléchir et tenter d'en débarrasser nos sociétés. Je ne veux pas entrer ici dans un débat politique, ni dans la critique d'un État ou d'un gouvernement particulier. Avec la question « Sommes-nous racistes ?», je vous propose plutôt une réflexion, for heaven's sake, une réflexion sur notre propre réalité individuelle dans un esprit de recherche personnelle et indépendante de la vérité, afin d'essayer de voir ce que chacun et chacune de nous pouvons faire pour rendre notre monde meilleur. Suis-je raciste a été le point de départ de ma propre réflexion sur le racisme. Alors, je vous présente rapidement le contenu. Ça, c'était ma petite présentation de départ sur le point de départ de ma réflexion sur le racisme. Ensuite, on va s'arrêter au mot race
à la diversité et à l'unicité de l'humanité. Quelques définitions: racisme, discrimination raciale et préjugés racistes. Et on va se poser la question, sommes-nous racistes? Évidemment, il faudra arriver à peut-on éliminer le racisme et on conclura ensemble. Alors, le mot race. Ce mot fait référence aux divisions de l'espèce humaine selon la couleur de la peau, la provenance ethnique ou culturelle, des différences que l'on peut qualifier de superficielles. On le retrouve, ce mot, dans les théories racistes, xénophobes et ségrégationnistes qui donnent lieu à des horreurs telles que l'esclavage, l'apartheid et les génocides. L'extermination de 6 millions de Juifs en est un terrible exemple. La montée du suprémacisme blanc et des groupes néo-nazis dans plusieurs pays où les Blancs forment encore la majorité de la population en est un autre. La discrimination envers les peuples autochtones, les Premières Nations, ici même au Canada, au Québec. Évidemment, on pourrait donner de nombreux autres exemples, mais je vais m'arrêter là. Ces théories racistes ont encore d'ailleurs beaucoup trop d'adeptes dans le monde. Ces théories erronées ont cependant encouragé des chercheurs sérieux à remettre en question l'idéologie raciste et le concept de race sur lequel elle se fonde. Il n'y a pourtant aucune base scientifique au concept de race. Nombre de généticiens considèrent que le mot race, avec ses lourdes connotations historiques et sa nature à l'évidence sociale, ne devrait pas être utilisé en biologie. L'emploi du mot ethnie a ainsi l'avantage de mieux véhiculer le caractère culturel des groupes considérés. Si les généticiens comparent le patrimoine génétique d'hommes issus de populations apparemment différentes, ils remarquent que l'homogénéité est telle qu'aucune différence de race ne peut être établie. L'espèce humaine est en fait un vaste mélange. Alors, je vais désormais m'efforcer de chasser le mot race de mon vocabulaire, sauf pour parler de la race humaine. Pourquoi? Parce que ça signifie que c'est cohérent avec le fait qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Dans tous les autres cas, je vais m'employer à utiliser le terme ethnie, car un changement conscient de vocabulaire amène un changement dans la pensée. Si ce sujet vous intéresse, c'est une excellente revue, Science et Vie. Vous pouvez trouver beaucoup de choses intéressantes sur ce sujet. On constate aujourd'hui que les scientifiques, malgré que tous ces gens ont fait des recherches très sérieuses sur ce concept qui n'en est pas un de race finalement, donc on constate que les scientifiques n'ont pas la tâche facile pour faire entendre leurs conclusions, aussi raisonnables soient-elles. Un exemple, la pandémie que l'on vit actuellement, qui donne lieu à de trop nombreuses expressions de scepticisme envers la science. Vous avez tous eu conscience de ça. Mais en même temps que ressurgissent dans le monde les théories de l'idéologie raciste dans les sociétés à majorité blanche, de vastes mouvements de protestation et de résistance au racisme et à la discrimination raciale s'organisent et se multiplient. On pense à Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, le mouvement Idle No More, jamais plus l'inaction, et on pourrait sûrement en nommer d'autres. Ces manifestations nous font connaître, reconnaître et aimer la diversité. Elles nous ouvrent les yeux sur des réalités qu'on refusait peut-être de regarder en face. Toutes les différences de couleur de la peau, de provenance ethnique ou culturelle qui existent chez les êtres humains sont superficielles. Comme je disais, elles nous font voir et apprécier la richesse de la diversité de l'humanité et oui, d'aimer cette diversité. Mais il n'existe qu'une seule espèce humaine, la science le reconnaît et c'est une vérité morale fondamentale.
ce qu'exprime très bien ce court extrait des écrits Baha'i. Vous êtes tous les fruits d'un même arbre et les feuilles d'une même branche. Toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues sont les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits de ce grand arbre de l'humanité. Personnellement, je trouve que c'est une très belle image d'un seul arbre, l'arbre de l'humanité, dont les branches représentent la riche diversité de l'humanité. Il est clair que le racisme empoisonne nos sociétés. Depuis sa fondation en 1943, l'Organisation des Nations Unies essaie, grâce à ses divers organes et instruments, de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. En 1948, le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, le Chili, la Chine et le Liban ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme afin d'éviter les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble important de souligner cette déclaration fondamentale à laquelle d'autres pays se sont joints depuis. Je vous en lis seulement 2 des considérants et ensuite les 2 premiers articles. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l'Assemblée générale proclame, article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et l'article 2, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il s'agit d'un engagement solennel que prennent les États signataires. On sait cependant que l'ONU n'a pas l'autorité nécessaire pour le faire respecter partout, cet engagement, malgré des instruments de surveillance et des rapports qui permettent de voir le degré d'avancement ou de retard de certains États. On a toutefois besoin de tels instruments pour rappeler constamment aux États et aux divers gouvernements leurs responsabilités envers la sécurité de leur population. Une de ces responsabilités est l'élimination du racisme et de la discrimination raciale. On a rejeté le mot race, la science le rejette, comme terme approprié pour parler de l'espèce humaine. Mais c'est de ce terme, de lui, race, de ce terme que viennent les mots racisme, discrimination raciale et préjugé racial. Ce sont ces 3 termes que je vais maintenant aborder. Le racisme, on l'a dit plus haut, est une idéologie et une idéologie qui a des conséquences. Le racisme, oui, c'est bien une idéologie, c'est-à-dire un système d'idées, de croyances et de doctrines qui prétend qu'une hiérarchie de race existe dans l'humanité. Et comme on le sait, c'est le plus souvent dans l'histoire de l'humanité à venir jusqu'à maintenant que ce sont les Blancs, en tout cas peut-être pas depuis le début de l'humanité, mais depuis que la race blanche s'est répandue, qu'elle a vraiment tenté de montrer sa supériorité, qui n'est pas réelle. Le racisme est basé sur le déni fondamental, donc, de l'unicité de l'humanité, qu'il n'existe qu'une seule race humaine. Il prive une partie de l'humanité de la possibilité de cultiver et d'exprimer toute la gamme de ses capacités et de vivre une vie significative et épanouie. Et si on remarque, on dit qu'il prive une partie de l'humanité, c'est pas ça que je voulais, voilà, une partie de l'humanité, mais il prive aussi évidemment l'humanité. En privant une partie, on prive le tout. Il mène à la discrimination, à l'hostilité et à la violence envers un groupe humain. Il affecte l'individu, la famille, la communauté et toute la société.
Ce problème est tellement sérieux et répandu que les Nations unies ont adopté d'ailleurs une convention à laquelle je vais venir dans quelques instants. Mais avant, je veux passer à une citation des écrits, enfin, ça vient de la Déclaration Baha'i sur la paix qui a été publiée en 1987. Le racisme, l'un des fléaux les plus pernicieux et les plus persistants de notre époque, représente l'un des principaux obstacles à la paix. Sa pratique constitue une violation si scandaleuse de la dignité humaine qu'elle ne peut être justifiée sous aucun prétexte. Le racisme retarde le développement du potentiel illimité de ses victimes, corrompt ceux qui le pratiquent et entrave le progrès de l'humanité. Alors, cette discrimination raciale, elle consiste généralement en des actes privés ou publics, plus ou moins cachés. Elle peut se manifester dans tous les aspects et toutes les sphères de la vie en société. Et comme le fait de refuser à une personne l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, à un logement, à la propriété, et ce, à cause de sa race, entre guillemets. Elle viole les droits et entrave la liberté et le progrès de millions de personnes partout dans le monde. Je disais donc que ce problème était si sérieux que les Nations unies ont décidé d'établir une convention internationale qui, jusqu'ici, a été ratifiée par 179 pays. Donc, ce n'est pas encore l'ensemble des nations qui ont accepté de la ratifier. On y lit « Toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse, et que rien ne saurait justifier où que ce soit la discrimination raciale, ni en théorie, ni en pratique. » Et je souligne ici, elle est scientifiquement fausse, comme on l'a vu, la science rejette même le terme de race, et elle est moralement condamnable, ce qu'on a vu aussi, par exemple, dans les textes que j'ai montrés, cités de la foi Baha'i. On y parle encore de race, mais on affirme donc que le racisme est une doctrine rejetée tant par la science que par la morale. Comment en vient-on à poser des actes discriminatoires? On peut, c'est vraiment là, on n'est pas, je ne suis pas nécessairement pro du PowerPoint. Alors, on peut jeter la faute sur les autres lorsqu'on porte un acte discriminatoire, sur les autres, sur ceci ou cela, mais si on regarde en soi, on peut reconnaître que c'est avant tout à cause de nos propres préjugés. De façon générale, le préjugé est une opinion préconçue, souvent négative, qui se forge sans examen, sans prêter attention aux faits et dans l'ignorance de la réalité d'autres personnes et d'autres groupes. Il y en a plusieurs formes, on en nomme ici quelques-unes. Il peut être raciste, sexiste, culturel, religieux, idéologique, etc. Il peut être entretenu par le milieu où l'on vit, du fait des inégalités qui y existent. Il provient souvent de l'éducation et d'idées véhiculées dans la famille, à l'école, dans les groupes d'amis et de collègues, dans les médias sociaux et autres. En ce qui concerne l'éducation et la famille, avez-vous remarqué un groupe de bébés ou de jeunes enfants qui jouent ensemble? Ils ne savent pas qu'ils sont différents, ou plutôt qu'ils sont supposés se voir comme différents les uns des autres tant qu'on ne leur a pas dit. Ce qui se dit à la maison, dans le cadre familial, prend ici une importance particulière si l'on veut empêcher les préjugés de se reproduire de génération en génération. Les enfants apprennent d'abord ce qu'ils savent de leurs parents. Dans les milieux d'études et de travail, le préjugé ressemble beaucoup à de la médisance, un autre mal social difficile à guérir. Tout cela vaut aussi pour le préjugé raciste. Le préjugé raciste
Cependant, on ajoute la référence particulière à la couleur de la peau à l'ethnie. Il consiste à penser du mal d'un groupe de personnes, parce que, excusez, je voulais juste passer ce petit machin-là un petit peu plus loin pour que vous voyiez, mais enfin, c'est pas grave. Elle consiste à penser du mal de personnes parce qu'elles appartiennent à une certaine ethnie et qu'elles partagent des normes culturelles différentes des nôtres. Il fait que l'on considère une personne ou un groupe comme inférieur à soi du seul fait qu'ils appartiennent à une autre ethnie, une autre culture. Il peut naître de l'ignorance, mais aussi de la peur de ce qui apparaît comme étranger. Il révèle une tendance à ne pas se mélanger aux personnes et aux groupes différents de nous. Il dénote une résistance aux idées, aux pratiques culturelles et aux modes de vie différents des siens. Il peut être renforcé par les réseaux sociaux et les médias qui soutiennent les idéologies racistes. On le voit très, très bien aujourd'hui. Il finit par influencer la conscience individuelle et collective en imposant des conceptions rigides de l'identité. Alors, sommes-nous racistes? Mais avant d'arriver à ça, si je reviens aux préjugés racistes, on peut aussi parler en termes de stéréotypes ou de clichés, si je reviens un petit peu en arrière, des clichés qui enferment un certain groupe de personnes, une ethnie, une culture dans une certaine image qui fait abstraction des particularités de chaque membre de ce groupe, de cette ethnie, de cette culture particulière. Tous les Américains, les Canadiens, les Français sont comme ceci ou cela. Tous les Juifs, tous les musulmans sont, tous les Africains, tous les Hispanos. Vous voyez où je veux en venir. Mais je fais bien attention de ne pas compléter l'affirmation. C'est tellement facile d'entretenir et de véhiculer un préjugé. Ce qui nous amène enfin à la question qui était à la source de notre réflexion. Sommes-nous racistes? Mais j'en ai fait un suis-je raciste? Il est évident qu'il existe des sociétés où le racisme est institutionnalisé, virulent, répandu. On ne peut jamais accepter qu'il soit accepté et pratiqué sans conséquence, qu'il soit caché alors qu'il est bien présent. Il doit à tout prix être dénoncé, combattu, éliminé. Comme je l'ai dit au début, je ne veux pas lancer ici de débat politique, ni porter de jugement sur la société dans laquelle je vis, ni sur aucune autre société. Ma réflexion vise à questionner les idées et les comportements individuels. Alors la question, comme je viens de dire, sommes-nous racistes devient suis-je raciste? C'est plus personnel, c'est privé. Les questions que je vais suggérer ici m'ont aidé, moi, à réfléchir et à accroître ma conscience de la présence en moi de préjugés racistes. Ces préjugés qui mènent à des actes de discrimination raciale et qui laissent l'idéologie raciste s'installer dans notre esprit. J'espère qu'elles vous aideront aussi. Alors, vous pouvez les prendre en note, vous pouvez commencer à y réfléchir. Suis-je dans le déni de la réalité du racisme et de la discrimination raciale? Est-ce que je refuse au départ de reconnaître que je nourris des préjugés racistes? Dans mon rapport à autrui, est-ce que je m'attache avant tout dans une attitude critique aux identités secondaires des gens que je rencontre, comme la couleur de leur peau, leur langue, leur culture? Est-ce que je ressens au fond de moi un sentiment de supériorité envers les membres d'une certaine ethnie? Est-ce qu'il m'arrive d'afficher une attitude condescendante, paternaliste envers les personnes d'un autre groupe culturel? Est-ce que j'ai le sentiment d'inconfort quand je suis en présence de gens d'une autre ethnie, d'une autre culture? Est-ce que je fuis la compagnie de gens d'autres groupes à cause de la couleur de leur peau, de leur culture, de leurs croyances? Est-ce que je reste insensible devant la souffrance, la frustration et la colère de ceux qui sont victimes de racisme et de discrimination raciale? Est-ce que je refuse d'entendre le pourquoi de leur souffrance et de leur colère? Est-ce qu'il m'arrive d'avoir des comportements racistes
de faire de la discrimination raciale envers des gens de mon entourage. Je suis certaine que certaines de ces questions, vous pouvez reconnaître quelque chose en vous. Sinon, vous êtes des gens parfaits. Vous n'êtes pas raciste. Du tout, du tout, du tout. C'est bon. La question qui suit donc cette réflexion sur ces questions que je pose, la question qui suit est évidente. Peut-on éliminer le racisme? C'est toute une question. D'abord, sur le plan mondial, il y a une condition de base qui est la reconnaissance de l'unicité de l'espèce humaine. Et ça, c'est la première étape dans l'élimination des préjugés, des pratiques discriminatoires et du racisme, de reconnaître que l'humanité est un seul arbre gigantesque d'où viennent toutes les branches, toute la diversité humaine, les feuilles, les fruits de cet arbre sont cette diversité. Et ça, c'est l'approche morale, spirituelle. La même déclaration que j'ai citée tout à l'heure, on trouve cet extrait. Le principe de l'unicité de la race humaine doit être implanté par des mesures juridiques appropriées. Il doit être reconnu universellement si l'on veut surmonter le problème du racisme. Vous essayez de discuter de cette notion d'unicité de la race humaine avec des gens autour de vous et vous constaterez probablement rapidement que ce n'est pas un principe qui est universellement reconnu encore. Il fait son chemin, mais on parle beaucoup d'unité de la race humaine, mais de l'unicité de la race humaine, ça, c'est autre chose. En ce qui concerne les mesures juridiques dont il est question ici, il est bien connu, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, que les instruments de l'ONU et les autres textes et documents relatifs aux droits et libertés de la personne ne sont pas encore suivis par les différents paliers de gouvernement. Est-ce que j'en ai passé une? Il faut, excusez, bon, il faut évidemment que s'installe le respect pour ces engagements internationaux. L'ONU affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine. L'Organisation des Nations Unies se préoccupe de ce problème depuis sa fondation, 1943. Et l'interdiction de la discrimination raciale est inscrite dans tous les instruments internationaux de base relatifs aux droits humains. Elle impose des obligations aux États et les charge d'éliminer la discrimination dans les domaines publics et privés. C'est bien dommage, mais rien n'empêche, rien encore n'oblige les États à suivre ces chartes et ces instruments juridiques qui sont proposés non seulement sur le plan international, mais par exemple la Charte canadienne des droits et libertés. La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Alors, si rien ne peut encore obliger les États à respecter leurs engagements, la seule chose qui peut amener vraiment un changement durable, c'est un appel à la conscience morale, un éveil spirituel qui pourra garantir au final l'atteinte des objectifs d'unité et de justice. Alors, cette prise de conscience peut être collective, mais elle doit être avant tout individuelle, personnelle.
Oups. Sur le plan collectif et individuel, la patience, ça, je trouve ça vraiment intéressant, la patience est aussi importante que la persévérance dans la poursuite de ses efforts. Il ne s'agit pas d'une question pour laquelle une action institutionnelle, aussi appropriée soit-elle, peut à elle seule produire le résultat souhaité. Le succès dépend avant tout et en fin de compte de l'attitude personnelle et publique des individus, et le changement d'attitude est malheureusement souvent terriblement lent. Puis on est très impatient. On voudrait que les choses changent très vite. Alors, si en répondant aux questions qu'on a suggérées tout à l'heure, on a reconnu avoir certains préjugés, certains comportements qui portent au racisme, on voudra sans doute s'en débarrasser, espérons-le. Alors, voyons ce qu'on pourrait faire sur le plan personnel. On peut d'abord reconnaître que nous avons des attitudes et des comportements racistes. Ça, c'est un bon départ. On peut prendre conscience que la cause de la plupart de nos préjugés est l'ignorance et le déni systématique de la réalité. On ne veut pas savoir ce qu'est vraiment la réalité. On doit avoir la détermination de remettre en question nos opinions racistes et mettre un terme à tout acte raciste et discriminatoire. Il faut devenir un participant patient, comme on soulignait tout à l'heure, et décider au processus de transformation individuelle et collective. Il faut cependant chercher à éviter de s'en tenir au plan des idées, des intentions, de la théorie. Il faut plutôt entreprendre des actions positives. Voici quelques suggestions. Donc, accomplir des actions positives pour contrer le racisme et la discrimination raciale. On peut développer des liens d'amitié et d'unité avec toutes les personnes que l'on rencontre. On peut s'ouvrir aux autres, s'informer de leur réalité et écouter avec intérêt et respect le récit de leur souffrance. On peut engager des conversations qui élèvent l'esprit plutôt que de véhiculer des préjugés. On peut faire preuve de compassion sans condescendance. On peut tendre la main et accepter celle qu'on nous tend. Aussi, rendre visite à nos voisins et leur rendre des petits ou des grands services. On peut aussi participer à la vie de sa communauté et chercher à rencontrer des gens d'autres ethnies, d'autres cultures, et chercher à rencontrer et non pas les éviter. On peut participer à une marche pacifique pour le droit et la justice. Collaborer avec des personnes et des groupes et organisations qui ont les mêmes objectifs d'établir la justice, l'égalité et la paix. On peut aussi appliquer la règle d'or commune à toutes les religions. Et pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, c'est, n'est-ce pas, de traiter les autres comme on voudrait être traités, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Et il y en a, les religions ont différentes façons d'exprimer la chose. Alors, on en arrive à la conclusion. Pour conclure, je vais terminer comme j'ai commencé en ramenant cet enseignement bahá'í qui encourage la recherche personnelle et indépendante de la vérité. Alors, pour ce faire, moi, je vais continuer à lire et à m'informer, à méditer et à prier pour mieux comprendre. Et je vais saisir toutes les occasions de promouvoir l'unité du genre humain. Dans cet esprit, voici quelques dates importantes à souligner et à célébrer. Comme vous savez, on a depuis le 29 janvier une journée nationale contre l'islamophobie au Québec. On est en plein mois février, il reste encore la moitié du mois pour continuer à célébrer le mois de l'histoire des Noirs, à lire. Il y a des documentaires absolument formidables qui sont offerts dans le moment, plein d'articles dans les journaux. Le 21 mars qui s'en vient, ce sera la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le 21 juin, on pourra célébrer
le patrimoine, la diversité culturelle et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et juin, tout le mois de juin, est le mois national de l'histoire autochtone au Canada. Il y aura aussi une autre date, au mois d'août. Je laisse l'image un peu, je la trouve très belle, cette image. Le 9 août, si vous ne le saviez pas, il y a une journée internationale des peuples autochtones en 2020. Le thème était COVID-19 et la résilience des populations autochtones. Bien que l'origine exacte de la COVID-19 n'ait pas encore été identifiée, le lien entre les dommages environnementaux et les pandémies est connu des principaux organismes de recherche. En grand danger face à la maladie de COVID-19, les peuples autochtones sont des partenaires indispensables dans la lutte contre la pandémie, ne serait-ce que par leur connaissance fine des écosystèmes, leur relation à l'environnement, leur bonne relation, leur bonne pratique de guérison ou leur savoir traditionnel. Ces quelques journées que j'ai mentionnées, on peut en profiter si on veut passer à l'action pour aller rencontrer des gens. Il y aura des activités, là, les jours pour le mois des Noirs. Il y a des choses qu'on peut aller faire, même si on est encore un petit peu confiné, n'est-ce pas? Mais il y a certainement on peut utiliser nos téléviseurs, les journaux et tout ça pour s'informer, lire. Et avec les activités des Autochtones, comme vous le savez, il y a le Coué qui va certainement être refait cette année. C'est une exposition sur les nations autochtones, les Premières Nations. Et il y a tout près de chez nous, il y a des réserves indiennes, des villages autochtones où on peut se rendre et parler aux gens, se rapprocher d'eux et essayer de les connaître. Dans cet esprit, je vous présente la prochaine diapo, qui est cette magnifique sculpture qui sert, n'est-ce pas, de jalon. Lorsque les Inuits, il n'y a pas d'arbres, hein, n'est-ce pas, où il y a de la glace, il n'y a pas tellement d'arbres. Alors, ils construisent ces sculptures. Mais la signification de cette sculpture est particulière. C'est un Inukchuk qui signifie « fait à l'image de l'homme » dans le langage Inuktitut. C'est un monument de pierre érigé à l'image d'un être humain. Il est le symbole de l'âme humaine. Et j'ai trouvé que c'était une bonne introduction pour ma dernière conclusion, qui est une citation des écrits Baha'i que je vous présente pour terminer cette causerie. Ô enfants des hommes, ignorez-vous pourquoi nous avons tous créé de la même poussière, afin que nul ne s'élève au-dessus des autres. Méditez sans cesse dans votre cœur comment vous fûtes créés. Puisque nous vous avons créé d'une seule et même substance, il vous convient d'être comme une seule âme, de marcher du même pas, de manger de la même bouche et de vivre dans le même pays. Ainsi, du plus profond de vous-même, les signes de l'unité et l'essence du détachement se manifesteront dans vos actes et vos actions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette belle présentation. On va passer à la période de questions. Peut-être juste pour souligner, pour ceux qui ne connaissent pas, OK, bon, j'allais dire des trois trucs. OK, juste souligner pour ceux qui connaissent un peu moins la foi Baha'i, bien, vous avez ici, pardon, il va falloir que j'aille me chercher un verre d'eau. Vous avez ici les principes Baha'i. C'est moi maintenant qui perds la voix. Pardon. Et la conférence de ce soir touchait beaucoup le principe abandon de toute forme de préjugés. Excusez-moi, 2 minutes. Donc, merci, je reprends vie. Donc, voilà, vous avez un aperçu là, des principes Baha'i, puis vous avez aussi une adresse qui vous amène sur le site
web www.baha'i.org qui va vous parler plus en détail de la foi. Mais parlons tout de suite des questions qui émergent. La conférence de ce soir par Elisabeth a montré que le problème est non seulement individuel, hein, n'est-ce pas? On a vu des questionnements individuels. Donc, ça prenait une certaine lucidité, une certaine acceptation, si on veut, des différences, pardon, et aussi à partir duquel, je pense, un dialogue peut s'engager, mais ça prend aussi un aspect plus social, c'est-à-dire une acceptation d'une remise en question des situations acquises et des privilèges. Du moins, c'est ce que je voyais dans la présentation de ce soir. Alors, sans plus tarder, Elisabeth, il y avait une première question qui disait, mais je pense que tu as répondu, mais je préfère que tu le dises. Alors, bonjour, je m'excuse de déranger la présentation, mais dans la question « Sommes-nous racistes ?» à qui fait référence le « nous » ? C'est le « nous » collectif. C'est nous dans la famille, c'est nous les dirigeants, c'est nous les professionnels, c'est nous les gens de métier, c'est tout, c'est nous, OK? Mais on peut toujours se demander, suis-je dans une société raciste? Mais ça n'aide pas vraiment à changer les attitudes. On peut reconnaître les choses, mais ce nous-là, c'est... Moi, je voulais qu'il soit le nous de plusieurs personnes, c'est-à-dire le nous personnel. Je ne sais pas si je m'exprime très mal là, mais je voulais éviter qu'on juge une collectivité, qu'on juge un groupe de gens. Mais c'est nous tous, sommes-nous racistes, c'est tout simplement ça, en tant qu'individu finalement. Je ne sais pas, Elisabeth, si tu pouvais arrêter la présentation PowerPoint c'est ça, pour qu'on se voit tous, puis on reviendra sur certains aspects. Merci. Donc, une autre question. La disparition du racisme présuppose la disparition des conditions qui l'engendrent. D'après vous, à quelles conditions devrions-nous nous attaquer en priorité? Les conditions que le racisme engendre. Les conditions, c'est ce que la personne veut dire, la discrimination, les gestes racistes. Alors, à quoi s'attaquer? C'est ce que j'ai essayé de montrer en disant qu'il fallait s'attaquer d'abord aux préjugés, à nos propres préjugés, parce que c'est ce qui fait que nous posons des gestes. Il y a l'idéologie, bien sûr, mais l'idéologie, c'est très difficile. Hein? Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un de quelque chose? Convaincre quelqu'un de changer une idée, c'est vraiment pas facile. Aider une personne ou s'aider soi-même à changer un comportement ou changer une attitude, c'est faisable. D'ailleurs, on avait un ami qui disait souvent qu'il avait fait beaucoup d'essais à essayer de convaincre quelqu'un, justement, qu'il était raciste. Et finalement, la personne a dit, bon, je comprends, OK, d'accord. Les Noirs et les Blancs, parce que c'était sur cette question, les Noirs et les Blancs sont égaux, mais j'aime pas les Noirs. Vous voyez? C'est que quand ça revient au cœur, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler soi-même. Et les gens autour de nous peuvent nous aider à le faire. C'est pour ça que je parlais d'avoir des conversations, hein, des conversations intéressantes, des conversations constructives qu'on peut avoir entre nous. Mais en évitant de retomber dans le piège de « eux, ils sont comme ci, puis eux, ils sont comme ça ». Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai parlé des stéréotypes. Là. Ça, c'est une chose qu'on peut facilement corriger notre propre discours. Une autre question, Elisabeth, puis j'invite les amis qui se sont joints à nous, vous pouvez écrire dans le chat ou dans la boîte qui s'appelle « Converser ». Je vais les lire pour vous si vous voulez bien. Donc, la prochaine question, que faire si nos dirigeants ne reconnaissent même pas que le racisme existe au Québec? Bon. Au Québec? C'est marqué « au Québec ». Au Québec? Bon, oui. Écoutez, si c'est une chose que vous ressentez, si vous ressentez que les dirigeants au Québec n'acceptent pas le fait du racisme, bien, vous pouvez toujours leur écrire, vous adresser à eux, en passant par vos représentants politiques, députés, etc. Vous pouvez vous adresser à votre gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est agir dans notre communauté, dans notre société, et faire des choses qui vont aller aider vraiment ceux qui subissent le racisme à en sortir.
Mais encore là, essayer de convaincre quelqu'un qu'il est raciste, s'il ne veut pas le reconnaître, je considère que c'est perdre beaucoup d'énergie et de temps. On est mieux d'essayer de changer les choses à la base, dans nos communautés, dans nos familles, hein, à l'école, au travail, pour arriver à toucher peut-être. Vous savez, dans nos sociétés, on a vu que lorsque les gens se rassemblent et demandent des choses, je vais prendre un exemple un peu stupide peut-être. À un moment donné, la majorité de la population fumait, OK? La cigarette, on fumait. Maintenant, c'est très, très rare. Mais quand il y a eu le mouvement pour arrêter de fumer, il y a des gens même qui ont dit, ben là, on ne veut plus même que les gens fument dans les restaurants. On veut plus Il y a eu des pressions de la population et finalement, les gouvernements ont changé. Et ça, c'est un exemple un peu futile, vous allez me dire, mais ça a eu un très grand impact sur le cancer et sur la santé des gens. Mais pour des questions beaucoup plus importantes comme le racisme, je dirais que c'est la même chose. On pose des gestes, on questionne nos gouvernements de façon pacifique, avec tolérance et patience, et on espère que graduellement, les idées vont changer. Parfait. J'ai une autre question. Il y en a qui m'écrivent en privé, mais vous pouvez l'écrire en public, hein, ne vous gênez pas. La prochaine question, comment pouvons-nous contrer socialement l'action des groupes extrémistes comme les suprémacistes blancs? Wow! C'est toute une question, hein? C'est toute une question parce qu'il y en a des plus gros que nous qui essayent. Mais c'est... une chose que je dirais, là, c'est d'arrêter de les écouter. Vous savez qu'ils ont beaucoup d'écoute dans les réseaux sociaux, dans certains médias, dans certaines publications. Alors, il faut arrêter de soutenir, de les écouter et de les encourager. Il ne faut surtout pas aller dans une manifestation où ils vont être et entrer en conflit violent avec eux. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'on peut parler aux gens autour de nous de ces questions-là. Parce qu'on sait, par exemple, que un exemple, c'est l'influence de QAnon, que tout le monde connaît. Et il a été démontré que ceux qui sont devenus des forts adeptes de ce mouvement ont brisé leur famille, ont brisé beaucoup des relations autour d'eux. Et c'est très difficile d'entamer une conversation avec quelqu'un qui est obstiné, qui est tellement sûr de lui, comme je le disais tout à l'heure. Mais rien n'empêche de leur tendre la main. Mais je dirais que c'est de travailler avec des gens positifs, avec des gens qui ont les mêmes objectifs que nous, qu'on va avoir le plus grand effet dans la société. C'est en posant des gestes positifs plutôt qu'en essayant d'aller contrer, d'aller combattre ce qui est négatif. Alors, plus individuellement maintenant, comment on intervient concrètement auprès d'une personne qui démontre des comportements ou des attitudes racistes? Parfois, on n'est pas d'accord, puis on garde le silence, puis ça nous choque, ça nous blesse intérieurement, mais ça nous blesse, mais on n'est pas capable de parler. C'est vrai. Il y a des situations comme ça. C'est vrai. Ça me rappelle une conversation qu'on avait eue à un moment donné sur comment arrêter la médisance dans un groupe. Okay? La médisance, c'est une chose, c'est une violence. Hein? Ça fait partie aussi de ce dont je parlais tout à l'heure. Mais les gestes racistes, les gestes, je pense qu'on doit se permettre de les arrêter. De la même façon que si on voit un enfant subir de la violence, il faut intervenir, il faut même appeler la police. OK? Mais un geste violent, surtout si c'est avec quelqu'un qu'on connaît, qui est avec nous, je pense qu'il faut faire quelque chose. Peut-être, on risque peut-être de recevoir le prochain coup, mais je pense qu'il faut se placer entre la victime et l'agresseur. Je pense, en tout cas, je pense qu'il faut voir 1001 situations différentes. Là. C'est une armée d'agresseurs et vous êtes seul. Vous êtes peut-être mieux d'appeler votre armée. Excusez le mauvais humour. Mais si c'est une personne, comme je pense là dans la question, c'était si on voit une personne poser un geste, je pense que c'est pas mauvais d'intervenir sans évidemment
comment on dirait, briser la noblesse de cette personne-là qui est en train de faire une erreur. C'est-à-dire, il ne faut pas la détruire pour, pour essayer de faire mieux à l'autre personne. Il faut plutôt essayer d'expliquer son geste. En fait, ce serait peut-être en posant des questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu penses quand tu fais ça? Est-ce que tu penses tu penses pas que ça fait du mal à l'autre? Et peut-être qu'en posant des questions comme ça, on peut arriver à changer un petit quelque chose. Merci. Prochaine question. Que pensez-vous de la discrimination envers les homosexuels? Ben, c'est très injuste, évidemment. Je ne sais pas de quel droit on peut se permettre de discriminer qui que ce soit pour n'importe, comme on le vu dans toutes les chartes internationales et nationales, toutes ces questions-là sont touchées. Quelqu'un qui s'identifie sexuellement d'une certaine façon, c'est son droit de le faire et on n'a pas à le harceler, à le ridiculiser, à le répudier, à faire quoi que ce soit. On doit laisser les gens vivre leur vie. Et qu'on soit d'accord ou pas avec un certain choix dans ce domaine. Des questions difficiles, hein? Des questions qui demandent une réflexion puis un petit pas de recul, comme on dit. Oui, puis là, c'est à chaud. Alors, ça, je fais de mon mieux, mais vous avez ça. Je sais que c'est pas facile, hein? C'est un feu roulant, mais ça, c'est la présentation. Hein? Ta présentation va soulever ces questions-là. La prochaine question, c'est Sharon qui veut la poser. Alors, Sharon, ouvre ton micro. Bonsoir les amis, les gens que je connais puis les gens que je ne connais pas. C'est sûr que je vais dire une appréciation d'abord. Merci beaucoup pour la présentation. Puis je pense qu'encore plus important, c'est qu'on puisse aller au-delà de nos propres... tu sais, c'est facile de dire, il ne faut pas que je sois raciste, il ne faut pas que j'aie de préjugés, mais parler un peu plus du travail quotidien que ça prend. Là. Tu sais, à quoi ça ressemble, le travail quotidien? Donc, je vais arriver à ma question. Même dans les écrits Baha'i, par exemple, Shoghi Effendi, on parle de caractéristiques de certaines races ou groupes ethniques, on va dire. Donc, ma question tourne autour beaucoup de la différence entre le stéréotype et reconnaître des caractéristiques. Je pense que, premièrement, c'est évident que ce qui est positif, c'est reconnaître les qualités positives, là, c'est évidemment. Donc, puis je vais vous donner un exemple de moi où j'ai reconnu où j'ai une lutte personnelle. Donc, je travaille de plus en plus avec comme médecin avec une clientèle autochtone ici à Saguenay, puis avec des amis autochtones. Et une caractéristique, puis on a des enjeux là, d'accès à la santé, puis d'incompréhension de part et d'autre entre les personnes et le système de santé. Puis, je vais donner un exemple un peu banal, mais ce qui est classique là, chez des patients autochtones, c'est qu'ils arrivent en retard puis ils manquent leur rendez-vous. OK? Fait que ça, si tu énonces ça comme ça, ben, c'est un stéréotype. Parce que c'est pas nécessairement vrai que chaque personne, mais c'est un stéréotype. Mais d'un autre côté, il y a une caractéristique de la culture qui fait que pendant 40 000 années, il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas de... La notion du temps n'est pas pareille, ça vient pas c'est pas une façon de vivre qui vient de l'Europe, qui a vécu avec des horloges, puis tout ça. Donc, c'est une réalité, puis c'est une caractéristique, en fait, positive, là, de prendre le temps, puis de ne pas courir, puis bon... Fait que quand tu comprends d'où ça vient, puis ensuite, il y a d'autres aspects de ce problème-là qui viennent de discrimination puis d'iniquité aussi.
Alors, les femmes ont pas assez d'aide pour leurs enfants, puis c'est très compliqué de s'organiser pour arriver à aller à un rendez-vous. Donc, tu sais, il y a tu sais, il y a plusieurs. Donc, c'est plus nuancé, là, c'est nuancé. Puis, on part de là, puis on comprend tout ça. Puis là, je me rends compte que quand je vois que j'ai un patient autochtone dans mon horaire, je dis, elle va arriver en retard. Ça, je suis rendue au niveau du préjugé. Tu comprends-tu? C'est de regarder tout le temps nos petits réflexes, de dire, je peux reconnaître des caractéristiques, je peux reconnaître même les sources positives de cette caractéristique, mais présumer, c'est pas juste des préjugés parfois, c'est des présomptions. C'est présumer que toute personne autochtone va arriver en retard, là, je suis rendue dans le préjugé. Fait que je ne sais pas si tu voulais commenter là-dessus quand même, entre la nuance entre connaître les caractéristiques culturelles et tout ça, tu sais, puis comment on peut dire, ouais, mais comment ça peut nous jouer des tours, là? En tout cas, je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, mais je pense que c'est un très, très bel exemple que tu donnes. Mais soit c'est ce fait-là, avec les rendez-vous avec des personnes des Premières Nations, mais on pourrait en nommer des milliers d'expressions comme ça. Si c'est rempli, OK, comme, je sais pas, les jeunes, c'est ça le préjugé. On s'attend à ce que quelqu'un fasse quelque chose parce qu'il appartient à une certaine catégorie sociale, OK? Mais vous savez, il y a une diapo, si vous vous rappelez, qui était aimer la diversité. Il faut arriver à aimer cette différence-là chez l'autre. Mais c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que ça peut être vraiment embêtant parce que tu dis, bon sang, parce que cette personne-là est arrivée en retard à son rendez-vous chez moi, moi, je vais être en retard à un autre rendez-vous. Ça a des conséquences. Alors, je pense que quand différentes communautés comme ça, de culture se rencontrent, il faut peut-être arriver à un moment donné, être capable de s'asseoir et de discuter avec ces individus-là. Surtout, c'est probablement presque toujours les mêmes, OK, qui vont peut-être arriver en retard. Mais il y en a, vous savez, qui arrivent trop tôt parfois aussi. il y a tellement de choses, il y a tellement de petits détails comme ça dans nos vies, mais qu'on ne connaissait pas avant quand on était dans des communautés homogènes, fermées sur soi, toutes pareilles. OK? On se comprenait. On n'avait pas besoin de s'inquiéter. Tout le monde pensait pareil. Mais c'est le défi d'aujourd'hui. Et imaginez, là, toi, c'est avec les populations autochtones, mais regardez les populations immigrantes dans notre milieu, nos milieux maintenant. C'est pas une ou deux ou trois différences culturelles. C'est 30 différences culturelles. C'est fascinant, en fait. Mais comment on va faire? La question est bonne. Comment on fait? D'ailleurs, sûrement, vous avez des opinions là-dessus, tout le monde. Puis là, je vois quelqu'un des îles là-bas, là. Les îles de la Madeleine, là. Vous savez, la mentalité des îles de la Madeleine, on va dire, c'est bien, eux autres, ils viennent des îles, tu sais, ils ont une mentalité de refermement sur soi. C'est un très beau préjugé, mais en même temps, on pourrait dire, mais c'est une réalité. Ces gens-là vivent sur une île. Ils sont toujours ensemble et ils développent une façon de vivre. Quand ils arrivent en ville, dans un endroit où c'est une population plus vaste, là, eux, ils vont se sentir différents. Ils vont dire, hey, ça va bien mieux chez nous. Tandis que nous, on va dire, ben voyons, là, tu sais, t'es plus sur ton île. Vous voyez, mais donc, comment on fait? Je pense que c'est en allant vers l'autre, en communiquant, en s'informant des autres, en leur demandant, comment ça se fait dans votre culture que vous mangez autant de riz? C'est parce que j'ai vu Moniret dans le coin à droite de mon écran. Comment ça se fait que dans votre culture, un autre que j'aime, un préjugé que j'aime, tous les Africains dansent tellement bien. Avez-vous déjà parlé de ça avec un Africain? Un Africain part à rire et il se met à rire. Il dit, ça se peut pas. Il dit, moi, je sais pas danser, je danse très mal.
mais des stéréotypes comme ça, puis des idées qu'on se fait. Mais après ça, si tu invites un ami noir à une soirée chez vous, tu mets de la musique, tu t'attends à ce qu'il se parte à danser, il reste assis sur son fauteuil. Alors, des petits exemples un peu farfelus, mais c'est rempli de ça, c'est notre vie. C'est notre vie aujourd'hui. On n'est plus dans la petite coquille qu'on était quand on était dans une population homogène et uniforme. Je sais pas si ça répond un peu à ce que tu voulais. J'ai d'autres questions, Elisabeth. J'en ai beaucoup là, qui commencent à s'accumuler. Fait que on a pas beaucoup de temps, alors je vais te défiler là, la prochaine. Si notre collectivité avait 50 millions de disponibles face au racisme, donc d'avoir un budget dédié à ça, à quoi serait-il le mieux employé si nous voulons vraiment y changer quelque chose? Oh, wow! Il y a quelqu'un qui a répondu, avec cet argent, continuer d'informer les gens et ouvrir les barrières, établir des dialogues dans le respect de l'autre. Il y a eu un petit élément de réponse qui a été apporté par oui, c'est très bon, mais je pense que je mettrais beaucoup d'argent dans l'éducation. Je donnerais aux différents groupes culturels qui en ont le plus besoin des moyens de mieux s'éduquer. J'ouvrirais des dispensaires pour qu'ils aient accès aux meilleurs soins possibles. Il y a tellement de besoins matériels, physiques, avec 35-50 millions. Moi, je pense que j'aurais des bonnes idées, là. Ouvrir plus de garderies pour que les mamans qui n'arrivent pas à l'heure au rendez-vous puissent avoir le soutien. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Mais je dirais que ça serait, avec ces millions-là, j'irais le plus possible aider les Premières Nations au départ. Je les mettrais en haut de ma liste. Parce que c'est eux qu'on a le plus négligé depuis des siècles maintenant. OK? Concernant la question de l'homosexualité, il y a Marie-Christine qui a rajouté concernant cette question-là, durant la Deuxième Guerre mondiale, énormément de membres de la communauté LGBT ont été persécutés, tout comme les Juifs. Il faut retourner au fondement même de l'humanité et du respect de la dignité et des droits pour tous, toutes les formes, de discrimination, racisme, sexisme, homophobie, transphobie, discrimination à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et elle termine en disant « Tous sont égaux en termes de droits et de dignité ». C'est ce qu'on voyait bien dans ta présentation. Une question, j'enchaîne. Est-ce que la responsabilité des natifs d'aller vers les étrangers, en groupe par exemple, admettons que ce soit un individu devant des immigrants ou plutôt aux ethnies de s'intégrer et d'aller vers l'individu québécois. Je ne suis pas certaine de comprendre. Attendez, est-ce que la responsabilité des natifs c'est les Québécois d'aller, je pourrais dire ici, vers les étrangers, admettons que ce soit un individu devant des immigrants. OK, est-ce que ça serait à nous? OK, est-ce que ça serait à nous d'y aller? Mais oui, parce qu'on est la communauté et la société d'accueil. Alors, il faut d'abord qu'on ouvre les bras, OK? Mais vu qu'on est en rapport avec d'autres gens qui sont nos égaux, qu'on ne veut pas avoir d'attitude condescendante, qu'on ne veut pas avoir d'attitude paternaliste, ben, on doit avoir une telle attitude d'accueil qu'ils vont se sentir capables de venir vers nous. Mais ils ont leur responsabilité aussi, c'est sûr, c'est sûr. S'ils se ferment, oui, si on est dans l'attitude de la personne d'accueil qui est fermée, là, ça n'aide pas. Alors, c'est ouverture des deux côtés. Mais ouverture d'abord, je dirais, chez ceux de la communauté d'accueil. Excuse-moi, Magnola, je n'avais pas bien compris. Là, c'est moi qui ai un retard intellectuel ce soir. Il y a Mélanie qui rajoute, je pense qu'il serait important de se rejoindre à mi-chemin, on pourrait dire, accepter l'inconnu pour pouvoir le dépasser et se dépasser nous-mêmes. Une autre question, est-ce que le statut social et économique des personnes âgées peut-elle expliquer pourquoi elles ont été plus frappées par la pandémie? Wow, là, on rentre dans un autre domaine. Oui. C'est une bonne question quand même. Oh, wow! En tout cas, je pense qu'avec le nombre de décès chez les personnes âgées, c'est la très grande majorité des décès au Québec avec la pandémie. C'est un très gros pourcentage de personnes âgées qui étaient dans des foyers qui étaient en fait supposés être des bons foyers. Il y a des gens qui ont payé beaucoup d'argent pour être dans ces foyers-là. Il y a des foyers aussi qui sont
tenus par le gouvernement pour des personnes qui ont moins d'argent, mais même dans les foyers où il y avait... où les gens payaient, les soins étaient loin d'être à la hauteur. Alors, on ne peut pas dire que c'est seulement une question économique. Je pense que c'est une question de responsabilité sociale envers nos vieux qu'il faut réapprendre. On est une société incroyable. Je me rappelle justement, ça, c'est peut-être un petit fait là, personnel, mais quand ma mère a habité chez nous pendant plusieurs années, puis qu'on avait des rencontres chez nous, et il y avait des amis africains qui venaient. Ma mère habitait dans un petit appartement à côté, en bas, au sous-sol. Les amis disaient, mais où est ta maman? Les Africains, où est ta maman? Première chose, il fallait qu'ils aient salué ma mère. Parce qu'ils disent, oui, mais chez nous, c'est ça, c'est bon qu'elle soit avec vous, parce que chez nous, on s'occupe. Bon, je ne sais pas comment ça se fait. Là-bas aussi, les choses changent en Afrique. Ça ne veut pas dire que tous les personnes âgées sont bien traitées ailleurs, mais pour eux, c'était évident qu'il fallait bien traiter. Alors, je pense que c'est plus peut-être l'âgisme dont notre société est victime aujourd'hui qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. On n'a pas pris soin des personnes âgées. On les considère un petit peu comme c'est fini, c'est parti. On a entendu d'ailleurs des choses assez terribles qui ont été dites. De toute façon, elles seraient mortes. Elles sont mortes de la pandémie, mais de toute façon. Alors, vous voyez, c'est le genre de choses, on se rend compte que... En tout cas, ça, c'est toute une autre question. Non, c'est moi. C'est ça, c'est une question, mais aussi qui démontre qu'on peut avoir certains préjugés à l'égard de cette population-là, puis la pandémie a quand même rehaussé cet aspect en particulier. Je vais terminer, Elisabeth, si tu me permets, par une demande qui a été faite dans les questions, c'est que si tu pouvais relire la citation sur la patience, parce que les changements individuels et les changements collectifs prennent du temps. Oups, attendez, j'ai perdu ma question. Ah, OK. Alors, donc, je recommence de relire parce que les changements individuels et les changements collectifs prennent du temps et demandent des efforts. Nous avons besoin de s'exprimer les uns aux autres avec beaucoup d'empathie et de tolérance. Donc, on t'écoute, Elisabeth, et ça va conclure la soirée. Je vais dire un petit mot final et je vais ouvrir tous les micros. Vous allez pouvoir vous parler en cacophonie. Alors, la patience est aussi importante que la persévérance dans la poursuite de ses efforts. Il ne s'agit pas d'une question pour laquelle une action institutionnelle, aussi appropriée soit-elle, peut à elle seule produire le résultat souhaité. Le succès dépend avant tout et en fin de compte de l'attitude personnelle et publique des individus et le changement d'attitude est malheureusement souvent terriblement lent. Parfait, merci Elisabeth. OK, peut-être un petit arrêt ici, justement. Donc, comme vous le voyez, on a eu plusieurs... en tout cas, tout d'abord, excuse-moi, là, j'ai été impolie. Je voudrais te remercier, Elisabeth, puis je voudrais aussi remercier tous les participants qui se sont joints à nous ce soir. Ça a été vraiment intéressant. C'est quand même une réflexion en continu qu'on doit faire parce que des fois, c'est insidieux. Le racisme, des fois, on pense qu'on ne l'est pas, puis on a des paroles qui peuvent blesser énormément, puis des gestes aussi. On n'a pas parlé des gestes, mais parfois, un geste pour une culture peut être mal reçu. Donc, on est encore en apprentissage énormément dans ce domaine-là. Donc, merci pour cette conférence d'importance, puis aussi cette conférence d'actualité, parce que le débat est de plus en plus ouvert et de plus en plus présent. Malheureusement, il est souvent fait sous le sceau de l'activisme politique. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être nécessaire pour défoncer des portes, mais il y a aussi d'autres voies qui permettent, si on veut, un rapprochement, puis même une réconciliation. Alors, merci beaucoup. Juste pour souligner, l'Assemblée de Québec a mis en place ces différents coins de feu que vous voyez. On était le 12 février, on avait reçu Elizabeth Wright, Sommes-nous racistes? Le prochain coin de feu est le 12 mars, Religion ou science, laquelle
a raison avec Sébastien Amodeo. C'est toujours le même format, présentation à la convenance du conférencier, échange avec les participants et dialogue un peu plus relax à la fin. Donc, merci à tous de votre présence. Vous ne voyez pas Soël Nacostine qui est caché, mais Soël s'occupe beaucoup de la gestion technique et toute l'organisation autour de ça. Donc, merci Soël, si tu peux te montrer la petite face, comme ça les gens te verraient. Alors, voilà Soël, merci beaucoup Soël. Merci à tous. Puis, si vous avez des questions à poser à Elisabeth ou vous voulez échanger informellement, eh bien, allez-y. Moi, ce soir, mon rôle s'arrête ici et ça me fait vraiment plaisir de vous voir et encore une fois, bienvenue à tous.